Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller le Mâche Patate! Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je suis avec ma collègue Marie-Hélène Jacques. Salut! Salut! Alors aujourd'hui, on vous parle de ruelle verte parce que, il y a le mot vert dedans, il y a le mot ruelle, ça fait pas mal ville, vert, ça fit avec l'agriculture urbaine, mais aussi, pour être honnête, on pensait que la plupart des ruelles vertes avaient des projets d'agriculture urbaine dedans. Ça l'arrive, mais on a découvert que c'est pas toujours le cas, que la définition d'une ruelle verte peut être quand même assez différente de ça. Et pour ce faire, on s'est entretenu avec des personnes pertinentes. Et puis, est-ce que tu peux nous dire, Marie-Hélène, un petit peu plus, c'est quoi une ruelle verte finalement? Donc oui, en effet, le verdissement, c'est une partie importante d'un projet de ruelle verte, que ce soit l'ajout d'arbres pour faire de l'ombre, des plantes grimpantes ou souvent des végétaux comestibles. Mais il y a aussi l'aspect sécurisation de la ruelle. On va souhaiter ralentir la circulation automobile, la dévier ou parfois, plus rarement, l'interdire afin que les enfants puissent jouer librement, qu'il n'y ait pas de crainte des accidents. Aussi, le fait que la ruelle devient vivante et occupée, c'est une façon de la sécuriser, qu'il n'y ait pas des vandales et des voyous qui fréquentent les coins sombres. Il y a tout un aspect aussi, une couche, si on veut, culturelle, donc favoriser le jeu des enfants par la présence de peinture au sol, de coffres de jouets partagés, de croque-livres pour échanger les livres entre voisins. Une dimension artistique aussi, où les gens peuvent installer des sculptures, des installations, des mobiles, des affiches. Et ce qu'on découvre, qui est le cœur même d'un projet de ruelle verte, finalement, où on peut quasiment voir tout le reste comme un prétexte à ce que je vais dire, c'est la création d'un tissu, d'un lien social entre les voisins. Donc finalement, c'est de créer une collectivité de gens qui se connaissent, qui se côtoient pour finalement créer une ville agréable où vivre, là. Fait que c'est ça le cœur d'une ruelle verte, c'est ça qu'on a découvert en faisant ce podcast-là, puis c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis là, c'est ça, nous, on est à Québec. À Québec, ça vient de commencer, c'est depuis 2017. En fait, là, on est à la deuxième été où il y a des projets de ruelle verte. À Montréal, évidemment, on le sait, il y en a de très nombreuses. Donc, pour éclairer un peu notre lanterne sur les ruelles vertes, on s'est entretenu d'abord avec Noémie Brazeau-Béliveau, qui est agente de projet chez Nature Québec et qui s'est donc occupée des projets à Québec. Et on a aussi parlé à Anne-Marie Bernier, qui est présidente du regroupement des écoquartiers de Montréal, pour aller chercher un peu là son expertise, l'expérience des centaines de ruelles vertes à Montréal. Donc, on vous laisse entendre ça. Je m'appelle Noémie Brazeau-Béliveau, je travaille pour Nature Québec, puis je suis responsable des projets notamment d'aménagement des ruelles, donc les projets de ruelles vertes. Puis c'est le plus gros de mon travail, c'est de faire de la mobilisation citoyenne, donc de faire en sorte que les citoyens s'impliquent dans le mouvement de verdissement de la ville de Québec à leur façon, donc par leurs ruelles. Puis est-ce que t'es là depuis l'année passée, donc t'as vécu les 2 premières années là du projet? C'est ça, exactement. L'année dernière, c'était comme l'année pilote. Donc moi je suis partie avec il y avait rien encore en place. Donc la première année, c'était vraiment de faire des tests. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On a fait du porte-à-porte à moins 25 en plein verglas. J'avais des crampons. Puis cette année, là le projet était plus ficelé, donc on était plus confiants, on avait nos habitudes, on savait qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, mais c'est sûr qu'il faut s'ajuster à chaque fois là pour chacun des projets selon le groupe de citoyens en place. Fait que tu viens de dire que tu faisais du porte-à-porte à moins 25. Fait que là, est-ce qu'il faut comprendre de ça qu'il faut se préparer en amont vraiment beaucoup? Ouais, nous comment on l'a imaginé, c'est vraiment de mobiliser les gens à l'hiver pour qu'ils fassent disons la formule finale là, qu'on a adoptée cette année, c'est que nous on fait un appel de projet en janvier, on fait une rencontre d'information un soir de semaine, les citoyens viennent puis on explique tout le projet, tout ce que ça comprend. Puis là, on leur dit maintenant c'est à vous de vous mobiliser, nous on vous demande de nous fournir l'accord de 80% de 50 à 80% des citoyens de la ruelle parce qu'on veut vraiment que ce soit un projet qui soit positif puis que les citoyens embarquent finalement. Donc là, ils ont comme 3 semaines, 1 mois pour aller cogner aux portes de leurs voisins, expliquer le projet puis obtenir les accords. Puis on leur demande également de nous fournir une genre de
d'explication de c'est quoi leur projet de rêve, c'est quoi les problèmes qu'ils ont dans leur ruelle, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient réaliser. Puis avec ça, nous, on sélectionne les ruelles pour faire la planification du projet avec les comités fin hiver, début printemps, pour que l'été, la majorité des aménagements soient réalisés pour que les citoyens puissent en profiter finalement, parce que si on vient faire des bacs de légumes en septembre, mais là c'est un peu plus difficile de voir le résultat. Fait qu'on veut vraiment le faire au début de l'été. C'est peut-être un peu niaiseux comme question, mais est-ce que tu penses que ça fait que c'est plus difficile de comme mobiliser les gens autour d'un projet de ruelle verte, le fait que c'est comme en hiver au début? Est-ce qu'ils ont, tu sais, si ça se passait, je comprends l'intérêt planification et tout, mais comme est-ce que si ça se passait en été, les gens auraient comme plus envie d'embarquer dans ce genre de projet-là? On le vit aux urbainculteurs, là, tu sais, on aimerait bien ça que tous nos clients bookent des projets en janvier, mais souvent on se fait appeler en mai quand nous on est déjà, tu sais, le toupette qui frise dans le vent, là. Mais en fait, nous, c'est que l'histoire de notre projet, l'élément principal, c'est vraiment le travail des citoyens, au sens où Nature Québec est là pour les accompagner. On donne une tape dans le dos, on les encourage, mais c'est vraiment tous eux qui réalisent puis qui prennent les décisions. L'été, les gens sont en vacances. C'est complètement différent. C'est tellement difficile de préparer ne serait-ce qu'une réunion de voisins l'été, parce que là, il manque telle ou telle personne, mais là, la personne qui manque, c'est la personne qui était responsable de, disons, faire les plans du mobilier. Fait que là, on attend après cette personne-là. Pour ce qui est des commandites aussi, souvent, les commandites sont distribuées justement au début de la saison. Fait que si on fait un projet en été, ça fonctionne pas, là. Nous, l'objectif, c'est vraiment que tout soit réalisé, ou la majorité, disons, soit réalisé au début de l'été pour que les gens puissent en profiter, puis qu'après, ce soit vraiment plus facile. C'est bon. En fait, t'as mentionné, mettons, le citoyen qui fait le mobilier. Fait que ça veut dire que les ressources sont pas, viennent aussi des citoyens riverains, là, de la ruelle, finalement. Tout à fait. Puis en fait, c'est un peu ça qui est arrivé dans notre projet pilote, c'est qu'on pouvait pas financer on ne pouvait pas financer les aménagements. Puis ça a fait en sorte que les citoyens se sont vraiment mobilisés, autant que c'était difficile, ils préféraient ne pas, disons, contribuer financièrement, parce que c'est un peu, c'est délicat, disons, d'aller demander des sous à ses voisins. Donc, tout le monde tous les gens sont allés chercher des ressources à l'interne dans leur ruelle. Ah, ben, moi, je suis ébéniste. Ah, ben, moi, je fais de la conception de plans sur l'ordinateur. Fait que moi, je peux concevoir les plans, les envoyer à l'ébéniste. L'ébéniste les vérifie, fait la commande de bois. Puis, cette année, ben, là, on avait officiellement des fonds disponibles. Donc, on offrait un budget participatif aux citoyens. C'est vraiment eux qui décidaient de qu'est-ce qu'ils voulaient en faire. Mais on a essayé de garder cette notion-là en tête, de le plus possible faire contribuer les ressources à l'interne, parce qu'il y a une certaine fierté qui découle de ça aussi, tu sais, de dire, ben, c'est nous qui avons réalisé ces bacs-là, là. On les a pas achetés, on les a fabriqués, les enfants étaient là, ont participé à la corvée. Ils sentent plus que c'est leur ruelle, là. Ils se réapproprient encore plus les lieux comme ça. Exactement. C'est vraiment ça qui fait le succès, puis je pense la pérennité aussi des aménagements, de se dire, c'est nous qui l'avons fait, on doit en prendre soin. J'ai pas de doute là-dessus. Mais les principaux défis, est-ce que c'est justement, OK, dans la ruelle, il y a pas d'ébéniste, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien c'est que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait? Tu sais, moi, l'aspect humain me paraît quand même colossal, là, moi, si je m'imaginais devoir m'entendre avec plein d'inconnus, que des gens que j'ai rencontrés la semaine d'avant pour dire on fait ci, on fait ça, tu sais, comment ça, c'est tout ça qui est dur au fond, ou c'est d'avoir les bonnes ressources dans la ruelle, ou En fait, je dirais pour ce qui est des ressources, Nature Québec peut toujours venir aider. C'est-à-dire, par exemple, cette année, dans une des ruelles, il y avait personne qui était capable de faire les plans. Nous, on a fait les plans. On leur a donné, vérifié est-ce que ça vous convient. Puis là, il y a quelqu'un qui a passé la commande de bois. Donc, pour ce qui est des ressources, on peut toujours moyenner. Vous avez comme une forme d'aide sur mesure, là. Vous palliez aux faiblesses du projet. C'est vraiment ça le projet, c'est de l'aide sur mesure. Chaque comité est différent, chaque comité fonctionne différemment. Puis pour ce qui est de la mobilisation, s'entendre entre voisins, je dirais que les comités au début de projet disent vraiment comment ils veulent fonctionner. Par exemple, il y a une des ruelles qui a dit, nous, on se connaît pas beaucoup dans la ruelle, puis on veut vraiment choquer personne. On veut vraiment que ce soit un projet qui permette aux voisins d'apprendre à se connaître pour vraiment créer quelque chose. Fait qu'ils y sont allés de petites interventions. Versus dans une autre ruelle, ça fait 10 ans qu'ils ont un conseil d'administration, les gens sont déjà très soudés. Donc là, ils y sont allés de plusieurs aménagements sur les terrains privés.
Donc, par exemple, une personne qui avait pas d'espace de stationnement a accepté de donner son espace pour faire l'espace pour enfants. Ils ont mis une cabane, une petite cabane, des tables, des jouets partagés. Fait que c'est vraiment différents types d'interventions pour une mobilisation différente, puis des connaissances de voisins qui sont différentes aussi. Puis quand il y a une rencontre là qui a lieu, tu sais, la première rencontre, toi habituellement t'es présente là? Ouais. Ou c'est ça? Est-ce que il y a des préjugés qui reviennent comme ben là on pourra plus y aller avec nos autos, moi il y a pas question. Tu sais, est-ce que les gens ont des réticences fréquentes là qui reviennent par rapport à ça? C'est sûr que nous on va pas jouer avec l'aspect voiture. C'est-à-dire qu'on a vite compris qu'on pourrait pas éliminer la circulation automobile des ruelles de Québec parce que le stationnement est très précieux dans les ruelles, mais on vient le sécuriser. Puis ça, les gens, ils comprennent à cause des enfants, beaucoup. Tu sais, oui, c'est un changement, c'est sûr que c'est un grand changement d'habitude. C'est quand on vient, par exemple, bloquer un accès, c'est-à-dire qu'on ferme pas la circulation, mais on ferme la circulation de transit. Donc, une personne qui voudrait passer par les ruelles pour s'éliminer des lumières, des stops, ben là, ça, on va venir bloquer ça, mais la circulation va toujours être possible pour les résidents. C'est juste que ça va se faire peut-être par un autre accès. Donc, c'est sûr que ça amène un changement de comportement. Disons, la personne que ça fait 20 ans qu'elle se rend à l'épicerie par cet accès-là, ben là, on lui explique il va falloir changer, il va falloir prendre un autre accès de la ruelle. Cependant, ça va être bénéfique pour tous les autres utilisateurs. Les gens sont très ouverts à faire en sorte que la ruelle soit pas seulement pour les automobilistes, mais pour tous les résidents, les enfants. Puis c'est tellement animé, une ruelle pleine d'enfants qui jouent, on fait de la peinture au sol, ils ont leur terrain de jeu. Donc les gens viennent à comprendre pourquoi c'est important. Puis je dirais aussi que ceux qui sont réticents, ils réalisent lors des corvées, par exemple, qu'il y a une trentaine d'adultes puis une trentaine d'enfants dans la ruelle qui sont en train de travailler pour la sécurité de la ruelle. Fait que ces gens-là qui sont négatifs ont tendance à se reculer puis s'effacer finalement. Parce que ça sert à quoi d'être une personne négative contre 40, 50, 60 positives? Ça n'a pas le même poids. Donc ces gens-là s'effacent. OK. Et seront peut-être ultimement séduits. Tout à fait. Tout à fait. C'est arrivé l'année dernière dans un de nos projets qu'il y a un monsieur au début du projet qui était complètement contre. Il voulait rien savoir. Il pensait que ça allait apporter des voyous dans la ruelle, de mettre du mobilier. Ouais. Puis finalement, au bazar des ruelles, quand il a vu que sa fille, notamment, puis plein d'autres gens de la ruelle vendaient des choses pour financer leur projet, là, il a comme changé son fusil d'épaule. C'est devenu un des citoyens mobilisateurs. Il est venu raccorder plein de boyaux d'arrosage jusqu'au jardin, de sa maison jusqu'au jardin, parce que lui, il se disait, la seule façon que ce jardin-là va fonctionner, c'est facile d'entretien. C'est pas vrai que les gens, ils vont partir avec leur seau d'eau de chez eux, se rendre jusqu'au jardin. Fait que là, tant mieux, cette personne-là est partie de rien vouloir savoir à la ruelle, puis finalement à être un des citoyens qui fait des actions pour le bien commun. On dirait un film de Walt Disney. Ah, c'en est un. Là, j'imagine que c'est vraiment trop jeune encore comme projet à Québec pour que ça ait vraiment un impact, mais est-ce que tu crois que à plus long terme, comme le roulement de résidents, c'est une menace comme pour les ruelles vertes, ou ça n'a pas tant d'impact si les gens déménagent puis que c'est des nouveaux? C'est sûr que ça a un impact dans le groupe. Tu sais, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui s'implique dans la ruelle. Souvent, il y a comme un noyau des citoyens clés, les citoyens leaders, puis c'est un peu sur eux que repose le projet. Donc, ce qui est important de faire, c'est de s'assurer qu'il y ait un noyau solide de plusieurs personnes, que ce soit pas juste deux mêmes personnes qui fassent toute la mobilisation. Puis c'est ça qui est un peu difficile aussi, c'est que, par exemple, dans l'année projet, souvent, ça va être, il y a tout le temps là des leaders dans la ruelle, puis là, c'est ces personnes-là qui vont prendre la coordination avec Nature Québec, puis s'assurer que, OK, là, la corvée, les invitations. Mais souvent, à l'année subséquente, l'année 2, l'année 3, ces gens-là sont fatigués parce qu'ils ont tellement tiré le projet. Donc, c'est un peu ça le danger, puis ce qu'il faut éviter, puis c'est de s'assurer que tout le monde soit impliqué, puis tout le monde ait eu un rôle qui lui convenait. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui veulent être leader, puis qui veulent tirer le projet. Il y en a qui veulent être accompagnateurs, puis que ça leur fait plaisir, mais il faut respecter ça aussi. Ouais. Puis là, on a passé vraiment vite au début de l'entrevue, mais je reviens en arrière, là, peux-tu nous expliquer un peu mieux finalement
comme à la fois le rôle de Nature Québec là-dedans, puis le programme Milieu de vie en santé aussi dont ça fait partie, parce que j'essaie de comprendre aussi, je suis pas certaine, mais c'est que la première année des ruelles que vous accompagnez, ou même les années subséquentes, vous êtes encore là pour la même ruelle ou pas? Pour les projets de ruelles vertes, c'est sûr que l'année projet, c'est l'année la plus importante où est-ce qu'on fait les réalisations, mais on veut accompagner les comités à l'année suivante pour relancer les aménagements. C'est-à-dire qu'on fournira pas le même nombre d'heures, les mêmes ressources, mais souvent on va se garder, par exemple, un petit budget de l'année projet pour que l'année suivante, on puisse racheter, que ce soit des semences, que ce soit s'il y a des choses qui ont brisé, on va pouvoir les racheter. Donc, on les accompagne pour la deuxième année pour s'assurer que le projet reprenne vie. Mais c'est vraiment eux, après, là, qui prennent le devant puis qui continuent finalement à transformer leur ruelle. Puis pour ce qui est de milieu de vie en santé, c'est un programme de Nature Québec qui vise à démontrer les bienfaits des îlots de fraîcheur sur la santé en milieu urbain. Okay. Donc, ça va des aménagements de stationnement jusqu'à la création de places éphémères, la réalisation de classes écoles. Puis dans chacun de ces projets-là, on essaie de faire la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire, par exemple, quand on va intervenir dans une école, ben on va questionner les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dans votre école? C'est votre école. Puis là, on essaie de les faire participer dans le projet, que ce soit à la plantation, de leur expliquer, ben ça, c'est une plante comestible, tu peux la manger. Tu sais, puis ça amène des choses drôles aussi parce que cette année, par exemple, dans une des écoles, 100% de l'aménagement était comestible. Puis là, on revient quelques semaines plus tard pour s'assurer que tout est encore en place. Puis là, il reste quasiment plus rien. Tu sais, les jeunes ont tout mangé. Fait que autant que c'est, oh mon Dieu, pour l'aménagement, c'est pas esthétique, mais en même temps, on est tellement contents parce qu'on se dit, ben les jeunes ont compris là qu'ils pouvaient manger. Puis c'est quoi une framboise? C'est quoi une fraise qui vient pas de l'épicerie, mais qui vient vraiment de leur cours d'école? Ah, c'est vraiment chouette. Puis, on a parlé beaucoup de l'aspect humain, mais on est quand même un podcast d'agriculture urbaine, hein? Fait que, en conclusion un peu, est-ce qu'on peut aborder la place du verdissement? Comme ça s'appelle quand même une ruelle verte, là. Ben, je me dis, en abordant le sujet, on pourrait peut-être appeler ça des ruelles conviviales, finalement. Là, tu sais, le vocable vert, ça me paraît être une petite partie de ce qui se passe finalement dans une ruelle verte. Et peux-tu nous en parler de l'aspect vert de la ruelle verte, justement? Oui. Ben, c'est sûr que nous, quand on a commencé le projet pilote, on pensait planter là, une 50aine d'arbres par ruelle. Okay. Finalement, on s'est rendu compte, bon, si la ruelle est utilisée pour du stationnement, puis est en asphalte ou en gravier, donc ça devient compliqué de venir verdir de venir déminéraliser, enlever que ce soit l'asphalte, la gravier, pour venir planter des arbres. Puis ça, c'est un peu le programme de la ville. La ville a un programme spécifiquement pour ça, pour venir changer le revêtement. Donc là, on peut en profiter pour venir verdir. Nous, t'as raison, là, c'est plus le verdissement pour la convivialité. C'est sûr qu'on veut réduire les îlots de chaleur, créer des îlots de fraîcheur, mais nos interventions vont se faire plus en surface. Donc souvent, ça va être à travers des bacs de végétaux. Il y a beaucoup des smart pots, par exemple. Dans une ruelle, ils ont fait comme une étagère de smart pots pour des fines herbes à partager. Donc souvent, ça va être de planter du comestible pour le partager avec tout le monde. Puis, encore une fois, de ramener ça aux enfants, de les éduquer de à quoi ça sert, de la coriandre, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, du basilic. Oh, regarde ça, est-ce que tu goûtes à la menthe? Ben, ça te rappelle-tu ta gomme que tu manges? Non, mais c'est d'y aller avec des liens comme ça, tu sais, de pas juste arriver puis voilà, de la coriandre. Mais non, mais d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, est-ce que tu cuisines des pizzas des fois à la maison? Mais regarde, tu pourrais mettre du basilic dessus. Fait que c'est d'expliquer tous ces liens-là, finalement, aux enfants, puis de s'assurer que les citoyens partagent les végétaux. C'est comme spontanément, quand les citoyens finalement décident de verdir, est-ce qu'ils ont tendance justement à aller plus vers du comestible à la base ou il y a quand même beaucoup de verdissement non comestible aussi? Je dirais que la majorité est comestible, oui, parce que c'est de rendre l'utile à l'agréable, tu sais, c'est de, oui, la verdir, mais pour une certaine raison, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de fleurs entremêlées à ça, ou souvent des grimpantes pour venir camoufler un mur, ou pour ça, tu sais, si on n'est pas capable de venir planter des arbres, ben on va venir planter des plantes grimpantes qui vont venir grimper le long du mur. Mais par exemple, dans une ruelle cette année, 100% des aménagements étaient comestibles. Puis là, moi, je suis sur la page Facebook là, de ce groupe-là, puis là, ces temps-ci, là, j'arrête pas de voir des photos venez cueillir les cocons, tout ça. Donc, c'est vraiment le fun pour les citoyens qui échangent entre eux les végétaux puis leur connaissance aussi. Ben oui, vraiment.
Alors, on va aller écouter l'entrevue qu'on a fait avec Anne-Marie Bernier du regroupement des écoquartiers de Montréal, mais juste avant, on va écouter notre capsule horticole « Ah, les petits pois ». Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Lors d'un précédent épisode du podcast, la conservation des semences était au centre de la discussion. En lien avec cette thématique, j'avais envie de vous faire voyager un peu, de vous faire découvrir l'arche de Noé des semences de l'humanité, la réserve mondiale des semences du Svalbard. Située en Norvège, sur l'île de Spitsberg, dans l'archipel arctique du Svalbard, cette voûte a été construite en 2008 à même le pergélisol. Un tunnel de 120 mètres nous mène à 3 salles destinées à conserver la mémoire agricole du monde. La température y est maintenue à moins 18 degrés Celsius pour garantir la longévité des semences. Cette voûte serait à l'épreuve des pires catastrophes envisageables aujourd'hui et même pour celles du futur. On y retrouve présentement près de 900 000 échantillons de toutes sortes, des variétés de riz, de bananes, de pommes de terre, encore bien loin de la capacité totale qui est estimée à 4 millions d'échantillons. Tous les types de semences sont admis, sauf celles génétiquement modifiées ou les drogues. Le Canada occupe une place de choix dans cette voûte avec 275 espèces différentes qui ont été soigneusement préparées et envoyées par Agriculture Canada. Fait intéressant, le Canada possède la plus importante collection d'avoine au monde, certaines n'existant nulle part ailleurs. Concentrer les trésors de la biodiversité mondiale dans un seul endroit peut donner l'impression de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais détrompez-vous, cette voûte est une deuxième assurance, une copie des quelques 1700 banques de semences existantes un peu partout sur la planète. À ce jour, cette double assurance a permis la reconstitution de la banque de semences d'Alep ayant été endommagée par le conflit syrien, une première depuis la construction de la voûte. Comme on le lit bien souvent, l'humanité aurait perdu depuis un siècle 3/4 de la diversité des plantes cultivées. Aux États-Unis, on parle même de 90%. Ceci provient en partie de l'avènement de l'agriculture moderne et de la sélection de variétés à haut rendement. Empêcher la disparition des plus importantes cultures du monde est donc une aspiration noble, mais une agriculture durable au champ qui s'appuie sur une diversité reste encore et toujours la meilleure solution. Et maintenant, tel que promis, on va s'entretenir avec une experte montréalaise des ruelles vertes. Je m'appelle Anne-Marie Bernier. Je travaille à Écoquartier Saint-Jacques, qui est l'écoquartier qui est dans le centre-ville, un des 3 écoquartiers de l'arrondissement Ville-Marie. Et je suis aussi présidente du CA, du regroupement des écoquartiers. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un écoquartier? Parce que à Québec, on utilise aussi le mot écoquartier, mais c'est pour décrire des développements immobiliers qui se font dans une logique plus écologique. Fait que j'ai l'impression qu'à Montréal, le mot écoquartier veut dire quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Oui, mais en fait, le programme écoquartier, ça a été instauré par la Ville de Montréal en 1995. C'est un programme, en fait, d'éducation relative à l'environnement qui est maintenant géré par les différents arrondissements de la Ville de Montréal. Et à ce jour, il y a 20 programmes écoquartiers qui sont distribués un peu tout partout sur l'île de Montréal, dans 15 des 19 arrondissements. On vous a contacté aujourd'hui parce que au fond, le chiffre qu'on a lu, nous, c'est qu'il y a 320 ruelles vertes à Montréal actuellement. Est-ce que c'est vraiment le chiffre 2018? En 2017, on avait recensé 376 ruelles vertes à Montréal. Ouais. Puis là, le sondage 2018 est en cours, fait qu'on n'a pas les chiffres pour 2018. À chaque année, il y a des nouvelles ruelles qui s'ajoutent tout au long de l'année, finalement. Fait que là, on va savoir bientôt combien il y en a partout là, dans tous les écoquartiers, mais pour l'instant, on n'a pas le chiffre de 2018. Pour ce qui est du succès d'une ruelle verte, ben, on pourrait parler de plein de choses. Ça peut passer par le choix des végétaux, la largeur des plates-bandes, la qualité de la peinture, de l'amiral ou des jeux au sol. Mais le secret, le vrai de vrai secret, c'est les gens qu'on appelle les riverains, en fait, dans les ruelles vertes. C'est les gens qui habitent le long de la ruelle. C'est eux qui font qu'une ruelle verte va fonctionner ou va avoir un petit peu plus de difficultés. Des fois, dans certaines ruelles, ben, il y a plus de roulement parce que il y a moins de propriétaires, par exemple. Et là, ben, c'est le rôle de l'écoquartier, justement, de retourner faire de la mobilisation citoyenne.
Mais c'est vraiment les gens qui font vivre la ruelle, parce que c'est eux qui sont là tous les jours, c'est les yeux de la ruelle, c'est eux qui l'entretiennent, qui l'arrosent, qui la désherbent, et aussi qui l'animent. Il y a toutes sortes d'activités là, qui se passent dans les ruelles. Là. Il y a des fêtes des citoyens, des pique-niques, des épluchettes de blé d'Inde, des fêtes d'Halloween. Ben, c'était justement un peu ma prochaine question. Je me demandais si tu peux nous raconter un peu comment ça change la vie d'une personne qui habite sur le bord d'une ruelle, que sa ruelle passe de ruelle grise à ruelle verte. Mais en fait, on a souvent la perception d'une vie en ville, dans un centre un peu plus dense, que les gens ont à peu près pas accès à une cour ou à un terrain. Ben, une ruelle verte, ça devient un peu ça, en fait. Ça devient la cour et le terrain partagé de tous les voisins. Ouais. On peut aussi avoir l'idée qu'en ville, ben, on se parle pas tant que ça, parce que ça va vite, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de contact entre voisins. Ben, les ruelles vertes, c'est beaucoup ça. Souvent, ce qu'on entend dire, c'est hey, moi, je connaissais pas mes voisins, je parlais à personne, ou j'étais nouveau dans le quartier, ou encore, ça fait 20 ans que j'habite ici, mais il me semble que je connaissais personne. Puis là, depuis qu'on a la ruelle verte, c'est comme une espèce de coup de baguette magique. Là, tout le monde se parle, se connaît, donc s'entraide, puis peut se donner un petit coup de main aussi pour la supervision des enfants. Puis parlant d'enfants, souvent, ça part de ça. Ça part d'un besoin de rendre cet espace-là, qui est la ruelle, qui est souvent sous-utilisé quand c'est pas une ruelle verte, puis de le rendre plus sécuritaire pour le jeu des enfants, justement. Puis, mais donc, ce que j'en comprends, l'impact comme principal et vraiment au niveau social, beaucoup, là. Est-ce que, comme, au niveau environnemental et tout, c'est sûr qu'on sait que ça aide à réduire les îlots de chaleur et tout. Est-ce que il y a des données? Est-ce que ça a été un peu recensé, l'impact des ruelles vertes au niveau environnemental? On n'a pas de données scientifiques, si on veut. On sait, comme vous dites, là, c'est clair qu'il y a un impact sur la réduction des îlots de chaleur parce qu'il y a de la plantation d'arbres, autant directement dans les ruelles que même dans les cours, avoisinant les ruelles. Okay. Il y a, j'en parlais un peu plus tôt, on fait de l'excavation aussi dans les ruelles. Fait que ça veut dire aussi qu'il y a de l'eau qui pénètre dans ces plates-bandes-là. Donc, il y a un impact sur l'écoulement des eaux pluviales. Mais on n'a pas de données quantitatives sur cet impact-là. Puis chaque ruelle est très, très différente pour toutes sortes de raisons. Parce qu'à la base, c'est des terrains qui sont très différents. Parce que les besoins qui ont amené les citoyens à transformer la ruelle en ruelle verte sont pas nécessairement les mêmes au départ. Parce que il y a des ruelles où c'était possible d'excaver de longues plates-bandes assez larges. Il y en a d'autres où c'était pas possible. Il y a des ruelles qui sont toutes gazonnées, où on peut pas passer en voiture. Puis il y en a d'autres où les voitures sont tout à fait permises parce qu'il y a des gens qui ont leur stationnement en arrière. Puis l'idée, c'est que ça cohabite avec le jeu des enfants. T'as dit qu'il y avait différentes raisons de faire une ruelle verte, là, que les différents groupes de citoyens qui ont le désir d'avoir une ruelle verte, finalement, n'ont pas les mêmes motivations. Est-ce que tu peux nous un peu détailler ces motivations-là, puis nous expliquer en même temps qu'est-ce qui fait que le mouvement des ruelles vertes est si populaire à Montréal? Oui, comme je te disais, je pense que la plupart des ruelles vertes, c'est beaucoup axé sur les enfants, leur permettre d'avoir accès à un espace qui est souvent sous-utilisé, comme je disais, puis pour le rendre plus confortable, ben on y plante des arbres pour faire un peu d'ombre, on lui met une plate-bande. Moi, dans l'arrondissement où je travaille, en plein centre-ville, des ruelles vertes, il n'y a pas nécessairement d'enfants dedans, mais c'est vraiment plus des ruelles qui étaient pas sécuritaires, qui deviennent grâce à l'aménagement de la ruelle verte. Fait que c'est pas juste des plates-bandes, ça peut être de l'éclairage, ça peut être juste le fait que les gens sortent dans la ruelle, puis l'occupent, puis s'en occupent. Ben tout d'un coup, il y a moins d'incivilités qui se produisent là. On a moins tendance à vouloir jeter son vieux matelas dans la ruelle quand c'est tout propre ou tout aménagé. Quoi d'autre? Il y a des ruelles qui sont beaucoup axées sur l'agriculture urbaine ici. Ce qui nous intéresse particulièrement. Oui. Voilà, fait que ça pourrait être une autre raison. Ça pourrait être, je sais pas moi, quelqu'un qui a juste un balcon mais qui aimerait avoir accès à un plus grand jardin, mais il profite de la plate-bande dans la ruelle pour planter des plantes comestibles. Ça peut être un peu tout ça.
Puis en général, quand il est question de plantes comestibles dans les ruelles, est-ce que c'est sous forme de récolte partagée ou les gens ont plus tendance à cultiver le petit bout de ruelle qui est immédiatement derrière leur maison pour eux-mêmes? C'est dans quel esprit que ça se développe en général? Je peux pas répondre pour toutes les ruelles parce que j'y suis pas. J'avoue que t'es à 379. Je les ai pas toutes visitées. Non. Mais pas encore. Mais mon instinct me dit qu'en général, c'est plutôt de mode collectif. Puis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est plutôt collectif. Fait que c'est un effort collectif pour, après ça, un partage de récolte. Mais il y a peut-être des exemples où chacun a son petit bac ou sa petite section. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est pas surprenant, finalement, là, que ça soit plus sous mode collectif. Déjà que la ruelle verte est un peu un projet collectif puis un moyen de se reconnecter à la collectivité aussi, là. Donc, ça fait sens. Exact. Ouais. Exact, ça serait logique. Là, tu vas peut-être rire de nous, mais on est allé lire la page Wikipédia de la ruelle verte, puis ça dit que une ruelle verte est une ruelle de Montréal, là. Fait on trouvait ça vraiment drôle qu'une ruelle verte, par définition, selon Wikipédia, c'est une ruelle de Montréal. Fait que je me demandais, dans la foulée de ce constat, si Montréal, c'est un chef de file à l'échelle planétaire. Ben, planétaire, peut-être j'exagère, mais est-ce que c'est considéré comme une ville qui est un précurseur, là, qui était à l'avant de ce mouvement-là dans le monde? C'est une bonne question. Je pense que c'est le terme ruelle verte qui est devenu associé à ces projets-là dont on parle depuis tantôt, qui sont des projets citoyens qui prennent plein de formes, vous le voyez bien aussi. Je pense que c'est associé à Montréal, puis un peu beaucoup aussi au programme Écoquartier, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des projets semblables qui existent ailleurs au Québec, à Québec ou ailleurs dans le monde. Là. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit la définition sur Wikipédia? Non, c'est pas moi. C'est une joke. J'ai jamais visité cette page Wikipédia. C'est drôle. Oui, c'est chaud en cherchant ruelle verte dans Google, c'est comme une des premières choses que ça nous dit, là. C'est une ruelle de Montréal. Puis nous, c'est ça, à Québec, et c'est juste depuis l'année passée, je crois, là, qu'il y a vraiment un programme pour développer des ruelles vertes. C'est sûr qu'on a beaucoup moins de ruelles à Québec en partant qu'à Montréal, mais on commence tout juste à développer ça, puis on se demandait si Montréal aurait des conseils à donner à Québec pour développer des ruelles vertes. Ben, le secret, c'est que c'est des projets citoyens. Fait qu'il faut que ça parte des citoyens. L'idée d'imposer un projet de ruelle verte à des riverains qui sont pas nécessairement intéressés, c'est un peu risqué, je pense. Fait que l'idée, c'est peut-être de faire connaître les projets de ruelle verte. Ça pourrait avoir un autre nom aussi. Oui, c'est ça, faire notre page Wikipédia à nous, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut que ça reste des projets citoyens. Il faut que ça parte d'une volonté des citoyens. Moi, je voyais des chiffres tout à l'heure là sur justement le nombre de nouvelles ruelles vertes dans les dernières années. Là, c'est comme, je pense, quasiment une quarantaine par année en général dans les dernières années. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est comme plus populaire depuis un certain temps? Qu'est-ce qui fait que ça lève de même? Ben, c'est sûr que plus il y a des ruelles vertes, plus les gens connaissent les ruelles vertes. Donc, justement, étant au courant, mais ils se disent, mais pourquoi pas nous? Fait qu'ils se mettent à avoir envie d'avoir un projet semblable dans leur propre ruelle. Je pense que c'est juste ça. Ça fait boule de neige, en fait. Venez visiter les ruelles, maintenant, c'est la dernière étape. Ben oui, c'est clair. Peux-tu nous parler un peu? Il y a une application qui fait des parcours qu'on peut suivre. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Ouais, ben il y a des parcours à l'échelle de certains arrondissements qui nous permettent de faire une promenade ou une balade en vélo. Puis il y a le parcours vert et actif, justement, du regroupement des écoquartiers, qui nous permet de se promener dans les ruelles vertes, donc de découvrir les ruelles vertes, puis en même temps d'en profiter pour faire de l'exercice, puis d'avoir des informations sur la biodiversité, sur l'histoire des différentes ruelles et tout. C'est une façon d'aborder les ruelles vertes, mais sur le site du regroupement des écoquartiers, il y a une carte qui recense toutes les ruelles vertes. Fait que peu importe dans quel quartier de Montréal vous vous trouvez, vous pourriez repérer quelques ruelles vertes puis aller par vous-même visiter. Il va vraiment falloir y aller. Il va falloir aller par là. C'est clair.
C'était l'entrevue avec Anne-Marie Bernier du regroupement des écoquartiers. De retour maintenant en studio avec Noémie Brazo-Béliveau de Milieu de vie en santé. J'imagine que ce que tu viens d'entendre ne te surprend pas vraiment parce que c'est ça, on voit qu'à Montréal aussi, le secret finalement des ruelles vertes, c'est beaucoup les citoyens, c'est la mobilisation et tout. Est-ce que tu sens qu'il y a une grosse différence dans l'approche finalement d'une ruelle verte puis dans l'importance que ça prend la place des citoyens à Québec? Ben je pense que c'est très semblable au sens où on arrive au même objectif. C'est sûr qu'à Montréal, c'est beaucoup plus connu, il y a déjà un mouvement créé. Nous, on essaie de le créer. On essaie que l'année suivante, les gens se rappellent qu'on a fait des ruelles vertes. Puis il y a aussi la différence de propriété, c'est-à-dire qu'à Montréal, les ruelles sont publiques versus à Québec, elles appartiennent à personne, c'est-à-dire qu'elles appartiennent pas à la ville. La responsabilité civile est à Revenu Québec. C'est comme il y a comme un flou un peu d'appartenance. Fait que c'est pour ça aussi que nous, Nature Québec, on fait seulement des interventions de surface. C'est parce que la ruelle ne nous appartient pas. Puis pour pouvoir faire de la déminéralisation, de venir changer le revêtement, faudrait obtenir l'autorisation de Revenu Québec. Donc nous, ce qu'on fait, c'est un peu tout est amovible. Fait que s'il y a un souci, ça se déplace. Puis sinon, mais c'est ça par rapport au succès du projet, je dirais que la mobilisation citoyenne, c'est vraiment la clé. C'est vraiment comme ça parce que nous, Nature Québec, on peut pas le faire pour eux. C'est pas notre milieu. C'est pas notre milieu de vie, finalement. C'est les citoyens qui habitent là puis qui vont voir le changement puis qui prennent les décisions. Nous, Nature Québec, ce qu'on amène, c'est peut-être la légitimité au projet. C'est-à-dire que les citoyens auraient peut-être pas le réflexe d'aller voir leurs voisins pour intervenir sur une parcelle privée ou pour prendre des décisions, mais à travers ce projet-là, c'est comme s'ils sont appuyés de Nature Québec, ils peuvent le faire, puis c'est plus naturel de le faire parce que c'est dans le cadre d'un projet structuré. Ça leur donne comme une excuse pour améliorer leur milieu de vie. C'est ça, exactement. Puis tu sais, l'objectif, c'est que quand Nature Québec se retire, ça continue, tu sais, au sens où les citoyens vont s'être mobilisés, vont avoir créé une certaine structure, que ce soit pas, disons, une personne qui prend toutes les décisions, mais qu'il y ait bien un comité, puis qu'il y ait des corvées, où est-ce que tout le monde est impliqué, fait qu'au sens où s'il y a un problème, ben à ce moment-là, c'est tout le monde qui a pris la décision ensemble, on va le régler ensemble, c'est pas sur le cas d'une personne. Ça donne envie de vivre dans une ruelle verte quand même. Ouais, moi j'ai pas de ruelle. Moi non plus, en tant que fille de banlieue, clairement pas. Ouais, ça donne envie de se créer une ruelle derrière chez soi. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, des milieux de vie comme ça, de proximité qu'on peut sortir de chez soi puis qu'on se sent encore un peu chez soi. C'est comme le fun. Vraiment. Puis il y a tellement de petits événements magiques, tu sais, que ça, c'est pas Nature Québec, c'est vraiment les comités entre eux, les voisins, ils se font des fêtes de ruelles. Dans une des ruelles cette année, à l'hiver, il y avait un arbre de Noël. Ils se font, mettons, à la Saint-Jean-Baptiste, tout le monde accroche sur leur corde à linge des vêtements bleus et blancs. Puis là, ils font une gigantesque table. Tu sais, la ruelle, elle est fermée à la circulation automobile pour la journée. Puis là, ils se font une grande table, puis tout le monde apporte des trucs à manger. Ils se font un feu, tu sais, c'est vraiment c'est des liens de proximité avec nos voisins qui sont tellement importants puis que finalement on se rend compte que c'est tellement naturel. Tu sais, il y a rien de méchant là à parler à son voisin puis à passer du temps. Non, mais c'est vrai, tu sais, au sens où on vit dans une société où c'est quasiment faut regarder personne dans l'autobus parce que pourquoi tu me regardes. Mais là, ce lien-là, finalement, tu te rends compte que ben tout le monde est gentil avec tout le monde puis tout le monde peut se rendre service. Tu sais, ben j'ai besoin de quelqu'un pour garder ma fille pendant 1 heure, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Puis là, t'as confiance en tes voisins parce que tu les connais mieux. Ben oui, c'est clair. C'est ça, moi, comme je dis, je suis une fille de banlieue, là, j'ai grandi à Beauport, puis tu sais, clairement, je pense que c'est le fun d'avoir justement cette excuse-là d'un projet de ruelle verte parce que je suis sûre que c'est pas qu'on veut pas se parler, mais on a comme pas de raison de parler aux voisins. Fait que c'est plate, là. Fait que c'est ça, c'est le fun de comme avoir une excuse, là, une raison de s'approcher puis de se connaître mieux. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un lien de confiance puis même ça l'a développé carrément des amitiés entre certaines personnes. C'est que du positif puis souvent justement de voir que tout le monde s'entraide, ben ça enlève les leaders négatifs finalement parce que c'est tellement positif que personne va chialer contre ça. Merci Noémie Brazo-Béliveau
pour ton beau travail pour vrai, Oui, mais aussi merci. d'avoir accepté de te prêter au jeu du mange-patate. Voilà, ça fait plaisir. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode sur les ruelles vertes. Merci d'avoir été là et de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines, soit directement sur notre site urbainculteur.org/mâche-patate ou sur votre plateforme favorite pour écouter des podcasts. D'ici là, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner des étoiles sur iTunes et suivez-nous sur Facebook et Instagram à @lesurbainculteurs. Merci beaucoup! Merci d'avoir écouté Mange Patate. Je suis Robin Marié, horticulteur pour les urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Gère. À la technique et au montage, Dominique Mani. La capsule horticole est préparée et animée par Marie-André Asselin. Merci et à bientôt.